À quelques mètres de moi se dressait une forme vaguement humaine, faite d'une matière liquide, épaisse et noire, comme de l'huile sale. Je suis amérindien, et j'ai toujours été assez connecté au monde spirituel, si on peut dire. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, un esprit m'accompagne. Enfant, je le considérais simplement comme un ami imaginaire. Je l'ai appelé Georges, et il a été une vraie bénédiction dans ma vie. J'ai vécu beaucoup d'expériences paranormales, mais celle-ci est particulière car quelqu'un d'autre en a été témoin. Il y a environ 2 ans et demi, ma fiancée et moi avons emménagé dans un nouveau condo. Un mois plus tard, nous avons appris qu'elle était enceinte. Rapidement, j'ai remarqué que Georges avait commencé à se rapprocher d'elle. Il a toujours été un esprit protecteur. Quelques semaines après, autour de Noël, j'ai constaté que Georges n'était plus là. Chaque nuit où il était absent, j'étais visité par un petit garçon effrayé, qui semblait fuir quelque chose. Ce quelque chose était un esprit malveillant, prenant la forme d'une petite fille. Chaque rencontre se terminait de la même manière, le garçon murmurait « Elle est là », disparaissait, et une sensation écrasante de terreur m'envahissait avant que je ne voie la fillette apparaître. La situation est devenue si pesante que j'ai fini par dormir en bas, pour éviter les apparitions. Elle semblait se cantonner à l'étage, jusqu'à ma dernière véritable rencontre. Un soir, tard dans la nuit, je suis descendu à la cuisine pour prendre un verre d'eau. Là, j'ai vu le petit garçon recroquevillé au sol. Contrairement à d'habitude, il ne m'a pas regardé ni cherché à me parler. Il a simplement levé les yeux, a fixé un point derrière moi et a murmuré « Au revoir ». À ce moment-là, la petite fille est apparue et l'a violemment entraînée avec elle. C'est alors que j'ai compris, il ne me regardait pas moi, mais ma fiancée. Elle était descendue silencieusement, sans que je m'en aperçoive. Elle connaissait mes expériences, mais elle n'en avait jamais vu une de ses propres yeux. Cette nuit-là, elle a compris pourquoi je refusais de dormir dans notre lit. C'en était trop pour moi. Le lendemain matin, je suis allé acheter de la sauge. Lors du rituel de purification que nous avons effectué ensemble, des craquements étranges se sont fait entendre, comme si tout le condo tremblait. Arrivé en haut de l'escalier, une énorme bourrasque a soufflé et a éteint la sauge. C'est à cet instant que Georges est revenu. L'équilibre était rétabli, et depuis, la petite fille n'est jamais réapparue. Aujourd'hui, notre fils a 2 ans. Lui aussi voit Georges, et l'appelle même par son prénom. Ma femme trouve cela attendrissant, même si, au fond, cela continue de l'effrayer un peu, car elle sait exactement à quoi j'ai déjà été confronté. J'avais environ 12 ans quand cette histoire m'est arrivée. À l'époque, je partageais une chambre avec mon frère et nous avions des lits superposés, il dormait en haut et moi en bas. La chambre était assez longue, mais très étroite, presque en forme de L si je devais la décrire. Je me souviens m'être réveillé tard dans la nuit. À ce moment-là, je n'arrivais pas à comprendre ce que je ressentais, mais aujourd'hui je peux dire que c'était de la terreur mêlée à une angoisse extrême. Je me suis levé de mon lit et j'ai vérifié que mon frère dormait bien. En me tournant vers la porte, j'ai remarqué qu'elle était ouverte. Ce qui était étrange, car on la gardait toujours fermée pour empêcher le chat d'entrer. En m'approchant pour la refermer, j'ai aperçu une ombre dans l'embrasure de la porte, éclairée par la veilleuse que mon père avait installée dans le couloir. J'ai discrètement passé la tête dans l'ouverture, et c'est là que je l'ai vue. Dans l'encadrement se tenait une silhouette immense, probablement autour des 1,98 m ou 2 mètres. Extrêmement maigre, les seuls détails que je distinguais étaient ses bras anormalement longs et ses yeux, rouges. Je me souviens l'avoir fixé pendant quelques secondes avant qu'il ne pénètre dans la chambre, obligé de se pencher en deux pour passer sous le cadre de la porte. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'il fonçait à toute vitesse en direction du lit superposé. Puis, plus rien. Je me suis réveillé au sol, très tôt le lendemain matin. Le jour suivant, j'en ai parlé à mon père, mais bien sûr, il a mis ça sur le compte d'un mauvais rêve, et honnêtement, il avait probablement raison. Pourtant, j'ai du mal à passer outre,
car je me rappelle encore parfaitement de ce que j'ai vu et des sensations que j'ai éprouvées du début à la fin. Ce qui m'a définitivement convaincu qu'il s'était vraiment passé quelque chose cette nuit-là, c'est ce qui est arrivé à mon frère. 2 jours plus tard, alors qu'il retirait son t-shirt, j'ai vu sur son omoplate droite 3 marques, semblables à des piqûres d'insectes, disposées en triangle. Elles ont disparu assez rapidement, mais encore aujourd'hui, il a une petite tache, un grain de beauté exactement au centre de l'endroit où se trouvaient ces morsures. Avec mon groupe d'amis, on avait l'habitude d'aller boire et fumer dans un endroit magnifique situé sur un terrain de golf de ma ville, entouré de forêts épaisses et luxuriantes. Un soir, alors que nous arrivions sur place, nous étions tranquillement en train de discuter en descendant le chemin réservé aux voiturettes de golf, en passant devant la lisière de la forêt, quand soudain, nous avons tous entendu un grognement profond, terrifiant et complètement déformé, venant directement des bois à côté de nous, suivi par un bruit sec, comme si des jeunes arbres étaient brisés en deux. Nous nous sommes tous figés, échangeant des regards inquiets et des murmures du genre « Tu as entendu ça? C'était quoi ce truc ?» avant de faire brusquement demi-tour et de repartir d'un pas rapide en direction de la voiture. Pendant toute la traversée du golfe, j'avais cette sensation oppressante d'être observé, je sentais des yeux braqués sur nous et je ne pouvais m'empêcher de jeter sans cesse des coups d'œil derrière moi, convaincu que j'allais voir surgir une énorme créature nous pourchassant. Arrivé à la voiture, on a sauté à l'intérieur, verrouillé les portes et on a pris la fuite aussi vite que possible. On n'a jamais vu quoi que ce soit ce soir-là, mais mon Dieu, c'était terrifiant, et surtout d'une étrangeté inexplicable. Je dois préciser que je vis à une trentaine de minutes de New York City, dans la région, on croise parfois des coyotes, des renards, des ratons laveurs, des moufettes, et de temps en temps un ours noir. Mais ce qu'on a entendu cette nuit-là ne ressemblait à aucun de ces animaux. Les coyotes poussent des hurlements et des jappements aigus, j'en entends depuis toujours, ce n'était clairement pas eux. Les renards et les ratons laveurs, eux aussi, peuvent émettre des sons très désagréables, mais toujours dans les aigus. Les moufettes, honnêtement, Dieu seul sait quel bruit elles peuvent faire, mais j'imagine que ce serait plutôt mignon. Quant aux ours noirs, cela aurait pu être une explication plausible à cause de la profondeur du grognement et des arbres brisés, sauf qu'ils sont extrêmement rares dans notre coin, et, surtout, ce n'était pas un bruit d'ours. Ce que nous avons entendu n'avait pas l'air d'un bruit produit par un véritable animal. C'était presque comme un grognement de loup qu'on aurait trafiqué avec un logiciel audio, en jouant avec les fréquences pour faire monter et descendre le ton, passant de très profond à encore plus profond, avec des distorsions étranges. Cela avait presque un son numérique, comme quelque chose de totalement artificiel. Franchement, j'aimerais croire que ce n'était qu'un ours en balade sur le golfe. Mais au fond de moi, je sais que ce n'était pas ça. Pas du tout. J'ai vu une sorte d'humanoïde dans les bois près de la maison de mon enfance. Ça s'est passé dans le nord rural du Wisconsin, et j'avais 14 ans. Jusqu'à ce jour-là, je n'avais absolument aucune peur de la forêt. J'y passais la plupart de mon temps, à explorer, sans craindre quoi que ce soit. Mes parents avaient un mariage catastrophique et se disputaient sans arrêt, alors je me sentais bien plus chez moi dehors que dans la maison. Certaines nuits d'été, je prenais mon sac de couchage et je dormais sur le toit d'une vieille cabane qu'on avait sur notre terrain. J'avais déjà vu des ours, des loups, mais ils étaient toujours plus effrayés que moi. Je ne croyais ni aux fantômes, ni au Bigfoot, ni aux démons, ni même à Dieu. Je me suis perdu une seule fois, parce que la nuit était tombée plus vite que prévu. Mais je suis resté calme, j'ai repéré l'étoile polaire et je savais qu'en marchant vers le sud, je finirais par tomber sur les anciennes voies ferrées près de chez moi. L'idée de passer la nuit dehors ne m'effrayait pas. En revanche, la colère de ma mère si je ne rentrais pas, ça oui. Donc c'était l'été, je venais d'avoir 14 ans. Ma mère avait quitté mon père travaillait tout le temps, et ma sœur vivait déjà seule. L'école finie, c'était juste moi et mon chat, à l'époque pas d'internet, pas de smartphone. On habitait tout au bout d'un chemin de terre. Vers midi, comme d'habitude, je suis descendu jusqu'à la boîte aux lettres pour vérifier le courrier. Mon chat, qui me suivait partout, était là aussi,
je comptais même un peu sur lui pour me prévenir s'il y avait un ours ou autre chose dans les parages. Alors que j'étais à la boîte aux lettres, j'ai senti un mouvement derrière moi, du côté des arbres de l'autre côté de la route. Rien d'inhabituel, les cerfs pullulaient dans le coin. Mais soudain, un énorme fracas s'est fait entendre, comme si quelque chose traversait brutalement les broussailles. On aurait dit le début d'un cliché d'histoire d'horreur. Sauf que mon cerveau ne pensait pas une seconde au paranormal ou à quelque chose de bizarre. J'ai juste glissé le courrier sous mon bras et je suis entré dans la forêt pour voir ce que c'était. Mon chat trottinait derrière moi. À peine 10 mètres plus loin, j'ai remarqué un détail qui aurait dû me sauter aux yeux avant, il n'y avait plus un seul bruit. Pas un oiseau, pas un insecte, pas même le vent dans les feuilles. Rien. Un silence absolu. Au même moment, j'ai ressenti ce frisson terrible, cette certitude qu'on m'observait. Je me suis arrêté net et j'ai commencé à scruter les arbres, comme on le ferait pour repérer un cerf, en cherchant la forme, pas la couleur. Et c'est là que je l'ai vu, 2 jambes marron, couvertes de fourrure. Le haut du corps était dissimulé par les branches. Au début, j'ai voulu pousser un soupir de soulagement en croyant que c'était un cerf, jusqu'à ce que mon chat se hérisse, le dos complètement arqué, en fixant la même chose que moi. J'ai levé à nouveau les yeux et j'ai vu les jambes bouger. Mais pas comme un animal. Comme un humain. Tout s'est passé très vite ensuite. J'ai lâché le courrier, attrapé mon chat par la peau du cou et je me suis mis à courir à perdre haleine. Derrière moi, j'entendais la chose courir aussi. Jamais de ma vie je n'ai couru aussi vite. J'ai traversé l'allée, foncé dans la maison, claqué la porte et attrapé le téléphone. J'ai appelé mon voisin, un ancien chef de la police. Il est arrivé immédiatement, arme au poing. Il a inspecté la zone, mais n'a rien trouvé. J'étais en état de choc, en pleurs. Il est resté avec moi jusqu'à ce que je puisse joindre ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Évidemment, tout le monde a pensé que j'étais soit drogué, soit en plein délire. Mais je sais exactement ce que j'ai vu et ressenti. Il faisait grand jour. Et après cet événement, je n'ai plus jamais réussi à me sentir en sécurité dans ces bois, ni à dormir dehors. Petite précision, au début, j'ai vraiment cru voir les pattes avant d'un cerf. Mais dès que la chose a bougé, j'ai compris que les jambes étaient bien trop épaisses, bien trop humaines, même si elles étaient recouvertes de fourrure. Et il n'y avait que 2 jambes, pas 4. De plus, c'était bien trop grand pour un cerf, même en tenant compte des branches. Autre précision, j'étais, et je suis toujours, l'enfant calme, rationnel de la famille. Mes parents avaient assez confiance en moi pour me laisser dormir dehors parfois. Jamais je n'avais paniqué ou exagéré quoi que ce soit avant cette journée. J'avais même le numéro du voisin, au cas où, mais je ne l'avais jamais utilisé avant. C'est dire à quel point j'étais secoué. Mes instincts n'avaient jamais failli, jamais alerté d'un danger auparavant. Ce jour-là, j'ai su, avec une certitude absolue, que j'étais devenu une proie, et que je devais fuir pour ma vie. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de ma mère. Quand elle était jeune, avec ma tante, elle jouait dans les bois situés en face de leur maison avec d'autres enfants du quartier. Ma mère raconte qu'à un moment, ils ont entendu un bruit venant d'en haut. En levant les yeux, ils ont aperçu une créature accroupie dans les branches d'un arbre. Elle décrit cette créature comme humanoïde, mesurant environ 2 mètres à 2,40 m, entièrement recouverte de fourrure. Dès qu'elle s'est rendue compte de leur présence, elle a sauté de l'arbre et s'est enfuie en courant dans les bois. Évidemment, tout le monde a pris peur et a détalé jusqu'à la maison. Ils n'ont jamais revu cette chose par la suite, mais à ce jour, ma mère et ma tante restent formelles, ce qu'elles ont vu était bien réel. Je roulais sur un chemin de campagne avec un ami, un de ces petits chemins étroits, à peine assez larges pour laisser passer 2 voitures, bordés de hautes et avec des champs et des bois de chaque côté. Cette route longe la base de grandes collines, où l'on trouve plusieurs anciens forts, des établissements antiques et des carrières. Il y a aussi un bunker datant de la Seconde Guerre mondiale, construit à l'intérieur même de la colline,
avec un tunnel qui passe sous la route pour rejoindre un vieux manoir. On raconte que, lors de la construction du tunnel, des ouvriers ont été ensevelis vivants et que leurs corps n'ont jamais été récupérés, car les lieux étaient trop dangereux. Pour une raison obscure, cette route semble aussi avoir son propre microclimat, on y rencontre souvent de petites nappes de brouillard localisées, flottant juste au-dessus de la tête. Peut-être à cause de cette ambiance particulière, de nombreuses histoires de fantômes circulent au sujet de cet endroit. Bref, ce soir-là, nous roulions sous une pluie fine, dans l'obscurité et la brume, quand nous avons aperçu une vieille dame marchant sur la route, dos tourné vers nous. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Elle portait un long manteau ancien avec une capuche et était entièrement blanche, sans aucune nuance de couleur. Elle avançait péniblement, courbée en deux, traînant les pieds d'une démarche hésitante. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'elle était incroyablement loin de toute habitation à cette heure tardive, presque 23 heures. Sur le moment, nous avons simplement roulé à côté d'elle, un peu surpris, mais mon ami m'a suggéré que nous devrions nous arrêter pour lui proposer de la ramener quelque part, vu la météo exécrable et l'isolement du lieu. J'ai donc freiné et fait marche arrière sur quelques mètres, mais il n'y avait plus personne. La vieille femme avait totalement disparu, sans laisser la moindre trace. Il n'y avait pourtant aucune ouverture dans la haie, aucun endroit où elle aurait pu se cacher ou s'éclipser. Un peu troublés, nous avons décidé de continuer notre route. Ce n'est qu'au bout d'un moment que nous avons vraiment pris conscience de combien toute cette scène était profondément étrange. Quelques jours plus tard, je repassais seul sur la même route, pas très loin de l'endroit où nous avions vu la vieille dame, quand soudain, sorti de nulle part, un immense hibou blanc a surgi juste au-dessus de mon pare-brise. Il est descendu si bas qu'il a probablement frôlé le toit de ma voiture. Sous le choc, j'ai pilé brutalement. Voyant que ce n'était qu'un hibou, j'ai repris ma route, mais l'oiseau a commencé à voler à côté de moi, suivant ma vitesse, glissant dans l'air juste à quelques mètres de la voiture, avant de finalement s'éloigner au moment où j'ai abordé un virage. C'était la seule fois de ma vie où j'ai vu un hibou d'aussi près. Même si je ne suis pas vraiment quelqu'un qui croit aux histoires surnaturelles, repenser à toute cette séquence, cette vieille dame blanche dans la nuit, puis cet immense hibou surgissant de nulle part, me laisse encore aujourd'hui un drôle de sentiment, comme si, ce soir-là, quelque chose d'inexplicable s'était glissé dans le réel. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon orthographe, ma grammaire et ma ponctuation qui ne sont pas toujours parfaites. L'anglais n'a jamais été ma matière forte, mais je vais faire de mon mieux. Je veux aussi préciser que ce que je m'apprête à raconter m'est réellement arrivé. Que vous me croyez ou non m'importe peu, moi, je sais ce que j'ai vu, même si cela n'a duré qu'un bref instant. À cette époque, je vivais à Vancouver, dans l'État de Washington, dans une impasse appelée Orchard-Delcourt, une impasse en forme de T, avec une autre rue qui partait sur le côté. Ce matin-là, vers 8 heures, je me rendais à l'école, comme à mon habitude. Mon trajet était simple, je devais seulement marcher un pâté de maison jusqu'à ce que l'impasse rejoigne la route principale, St. James Road. C'était une routine banale, mais ce matin-là, tout a basculé. Alors que j'approchais de St. James, j'ai levé les yeux de mes pieds, et de l'autre côté de la route, mon regard est tombé sur une apparition que je n'oublierai jamais, une créature, que je ne peux décrire autrement que comme étant composée entièrement de sphères noires. Elle avait clairement une forme humaine, avec 2 jambes, 2 bras, un torse et une tête, mais chaque partie de son corps semblait formée de sphères d'environ 30 cm de diamètre, un peu plus grandes qu'un ballon de basket, et leur texture, étrange et inconnue, ajoutait à l'horreur de la scène. Déjà en soi, l'apparence de cette créature aurait suffi à glacer le sang, mais ce qui m'a profondément marqué, c'est l'aura qu'elle dégageait, une sensation de pure malveillance, absolue et totale. Ce n'était pas comme la méchanceté d'un homme mauvais, qui peut aussi avoir du bon en lui, non, cette chose ne possédait pas la moindre étincelle de bonté. Elle était mauvaise par essence, mauvaise jusqu'à la moindre parcelle de son existence. Pendant quelques instants, je l'ai observée alors qu'elle dansait étrangement autour d'un poteau, avant qu'elle ne s'arrête brusquement, tourne la tête vers moi, et disparaisse instantanément, sans aucun bruit, sans s'effacer progressivement, sans laisser la moindre trace. Elle était là un moment, et le suivant, il n'y avait plus rien.
Bien que je n'ai pas été blessé et que je ne ressente pas de douleur physique, cette rencontre m'avait profondément ébranlé. Malgré tout, j'avais continué ma journée, allant à l'école comme d'habitude, bien que l'esprit troublé par ce que j'avais vu. Ce n'est que plus tard, dans la soirée, qu'un événement tragique est venu bouleverser la ville. Un groupe de jeunes, conduisant sous l'emprise de l'alcool, a eu un terrible accident au même croisement. 4 ou 5 personnes, le conducteur et tous les passagers, sont mortes sur le coup. Accompagné de mon père, je suis allé sur les lieux du drame, et c'est avec un choc profond que j'ai reconnu l'endroit. C'était exactement le même croisement où j'avais vu la créature la veille. Depuis, je ne peux m'empêcher de penser que j'ai assisté ce matin-là à quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Ce que j'ai aperçu, j'en suis certain, était de mauvais augure, et il ne fait aucun doute dans mon esprit que cette créature était liée d'une manière ou d'une autre à la tragédie qui s'est produite. C'est une histoire de ma copine. Quand j'étais enfant, vers 6 ans, peut-être un peu plus jeune, il m'arrivait de rendre visite à mon oncle avec ma mère et ma grand-mère. À chaque fois que j'étais là-bas, j'allais dans la chambre de mon oncle pour regarder ce que j'appelais la momie allongée sur son lit. C'est ce que je pensais voir, une femme adulte, entièrement enveloppée de bandages ou d'une sorte de tissu. Mon oncle était du genre à aimer taquiner et faire des blagues, alors je n'ai jamais vraiment cru que c'était réel. Je pensais que c'était encore un de ces pièges pour me faire peur. À chaque visite, j'insistais pour emmener ma mère ou ma grand-mère dans sa chambre pour leur montrer la momie. Et, à chaque fois, avec une frustration grandissante, elles affirmaient qu'elles ne voyaient rien, malgré la présence très évidente, pour moi, de cette forme étendue sur le lit. Un jour, après avoir encore une fois traîné ma mère et ma grand-mère jusque dans la chambre sans qu'elles ne voient quoi que ce soit, j'ai décidé de rester seul pour surveiller la momie. Je suis resté planté dans l'encadrement de la porte, jamais plus loin, le lit me faisant face sur le côté, et j'ai fixé de toutes mes forces la silhouette allongée. Et puis, elle s'est redressée et s'est tournée vers moi. Je suis resté figé sur place. Ce n'est que lorsque la chose a commencé à descendre du lit dans ma direction que j'ai retrouvé l'usage de mes jambes et que j'ai pris la fuite en courant. Des années plus tard, ma grand-mère m'a emmené, avec une amie, chez mon oncle pour garder son chien pendant son absence. Il se trouve que sa chambre, celle où j'avais vu la momie, était celle où nous allions dormir pour la nuit. La pièce avait changé, et il n'y avait plus de traces de la momie. Mais le simple fait de raconter l'histoire a suffi à nous donner des sueurs froides pour la soirée, même si, au final, cela ne nous a pas empêchés de dormir. Ma mère et ma grand-mère se souviennent très bien que, petite, je leur parlais souvent de « la femme en bandage sur le lit » et d'autres choses étranges que j'avais vues ou vécues. Pourtant, personne d'autre n'a jamais vu la momie dans cette maison. Je vais écrire ceci au nom de ma mère, qui est décédée il y a 1 an, et qui a vu et entendu bien des choses que peu de gens croiraient. Pour commencer, je vis sur une ferme, dans une maison construite au début des années 1900. À ce jour, 4 personnes sont décédées dans la maison ou juste à proximité. Mon arrière-arrière-grand-mère est morte assise dans un fauteuil à bascule. Mon arrière-arrière-grand-père est tombé d'une charrette tirée par des chevaux affolés en descendant notre allée, il s'est brisé la nuque. L'épouse d'un ouvrier agricole est tombée dans les escaliers alors qu'elle était enceinte, elle a fait une hémorragie et n'a pas survécu. Enfin, ma tante est décédée à l'âge de 2 ans, dans ce qui est aujourd'hui mon ancienne chambre. Au fil des ans, ma mère et mon frère ont vécu de nombreuses expériences étranges sur notre propriété. Au début des années 1980, ils ont tous deux entendu, à plusieurs reprises, des pas monter et descendre le couloir de l'étage, en pleine nuit. Une fois, mon frère était seul dehors pour faire des corvées sur la ferme après la tombée de la nuit, à environ 150 mètres de la maison. Il a soudain ressenti l'envie de jeter un coup d'œil vers la maison, toutes les lumières étaient allumées alors qu'il était censé être seul. Ma mère a entendu des voix chuchoter son prénom, des craquements étranges dans la maison, et même des bruits sourds comme si de lourds objets s'étaient écrasés au sol. Mon père, en revanche, n'a jamais rien remarqué, comme s'il était totalement imperméable à tout ça. En 2004, un soir vers 22 h, ma mère est sortie pour remplir notre poêle à bois. En revenant vers la maison, elle a eu l'impression d'être épiée.
En tournant la tête sur sa droite, elle a vu une créature très mince, à la peau grise, postée juste en contrebas de notre maison, en train de la fixer par-dessus son épaule. Elle a eu la sensation intense que cet être voulait qu'elle le voie. Après quelques secondes, la créature s'est enfuie à toute vitesse loin de la maison. Ma mère, complètement paniquée, a sprinté jusqu'à la porte, s'est enfermée à double tour et s'est effondrée en larmes sur le sol. Pendant des années, elle n'a raconté cette histoire à personne. Ce témoignage est d'autant plus troublant que, dans les années 1960, notre voisin, qui habitait juste de l'autre côté de la colline, a raconté qu'il avait vu des êtres gris entrer dans sa grange et lui parler. L'incident avait même été investigué par un ufologue réputé de Chicago. Personnellement, je n'avais jamais entendu ni vu quoi que ce soit d'étrange dans la maison, jusqu'à récemment. Au fil des ans, des amis venus dormir chez nous ont affirmé avoir vu des silhouettes sombres se déplacer dans la maison, ou avoir entendu le bruit de petites pattes de chiens courant à l'étage, alors que nous n'avions pas de petits chiens. Comme je l'ai dit plus tôt, ma mère est décédée il y a 1 an. Son urne repose sur une table, juste en bas de ma chambre. Et pendant environ 3 mois, à chaque fois que j'étais seul à la maison, mon père est camionneur, il est souvent absent pendant une semaine entière avant de rentrer pour 5 jours, j'entendais des coups sourds, toutes les 30 secondes, venant des murs, alors que j'essayais de m'endormir. J'ai aussi entendu de grands fracas, et même mon chien, d'habitude calme, s'est mis à dresser les oreilles à cause de ces bruits. Beaucoup de gens refusent désormais de passer une nuit entière dans la maison si mon père n'est pas là. Et honnêtement, je commence moi aussi à me sentir de plus en plus mal à l'aise quand je suis seul. J'ai été témoin d'une abduction extraterrestre en 2001. Cela s'est passé quand j'avais 13 ans. Une amie m'avait demandé de l'aider à installer un ordinateur chez ses grands-parents. J'ai accepté et suis parti à vélo jusqu'à leur maison. Quand je suis arrivé, des nuages ont commencé à se former, alors j'ai décidé de faire vite. J'ai installé l'ordinateur et configuré AOL pour eux, en leur montrant comment tout fonctionnait. Ensuite, ils sont allés s'asseoir sur le canapé pendant que je récupérais mon sac à dos pour repartir. Leur autre petite fille, qui devait avoir entre 4 et 6 ans, je ne me souviens plus exactement, dormait dans une autre pièce. Soudain, une brise glaciale a traversé la pièce. C'était étrange, car toutes les fenêtres et les portes étaient fermées. Les grands-parents ont tourné leur regard vers la cuisine, et ce que j'ai vu m'a littéralement figé sur place. Il y avait 3 créatures dans la cuisine. 2 d'entre elles étaient de petites créatures grises, avec un cou plus épais que ce qu'on décrit habituellement, et des yeux situés plus sur les côtés de la tête. Elles portaient des combinaisons argentées. Entre elles se trouvait une créature plus grande, ressemblant à une menthe religieuse humanoïde, vêtue d'une longue robe noire traversée par une bande jaune au centre. Ils se sont dirigés vers une autre pièce, puis sont revenus quelques minutes plus tard. La créature en robe portait dans ses bras la petite fille endormie. Elle me fixait, pour une raison que je ne m'explique pas, j'ai eu la certitude qu'elle savait qui j'étais. J'étais terrifié, moins par eux que par la situation en elle-même. Les grands-parents, eux aussi, les regardaient, mais restaient immobiles, comme résignés. J'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains et de foncer vers eux, malgré la peur qui me paralysait. Je n'avais pas fait 3 pas que le grand-père m'a attrapé par le bras et m'a dit qu'ils allaient la ramener. Les créatures, elles, continuaient simplement à me regarder, sans bouger. J'étais incapable de prononcer un mot, mon esprit était complètement dépassé. Puis soudain, la lumière autour d'eux s'est étirée, et ils ont disparu. Un étrange halo lumineux a flotté dans l'air quelques secondes avant de s'évanouir. Un long silence pesant s'est installé. Le grand-père n'arrêtait pas de répéter qu'elle reviendrait bientôt. Finalement, je suis parti, pédalant aussi vite que possible, jetant des coups d'œil aux nuages pour voir si un vaisseau s'y cachait. Mais il n'y avait rien. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Le lendemain, j'ai raconté tout cela à mon amie. Elle m'a avoué que ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Sa famille avait déjà essayé d'empêcher ces enlèvements, sans succès. Ils avaient fini par abandonner et accepter la situation, avec un air de défaite.
La petite fille a été ramenée quelques heures plus tard. Peu après, toute leur famille a déménagé ailleurs. Depuis, j'ai entendu d'autres témoignages de personnes ayant vécu des choses similaires. Et honnêtement, je les crois. Évidemment, Slenderman est une creepypasta, mais ce que j'ai vu, ce n'était pas Slenderman. Derrière ma maison, il y a une ferme, séparée par un canal. Le champ s'étend sur environ 300 mètres avant de rencontrer une lisière de forêt. Il y a quelques semaines, j'étais en train de dîner et je regardais distraitement par la fenêtre, en direction de la ferme. Il restait peut-être 20 minutes avant la tombée de la nuit. C'est là que je l'ai vu, une sorte de grand Gumby gris, tu sais, ce personnage tout mou en pâte verte, sortir des arbres. Il a fait de grandes enjambées, puis il a disparu de nouveau dans la forêt. Le truc, c'est qu'il était bien trop grand pour être un humain. Le lendemain soir, à la même heure, la même scène s'est reproduite. Cette fois, mes parents étaient avec moi. Je leur ai demandé, « Vous avez vu ça ?» Ils m'ont juste répondu, « Vu quoi ?» Et le troisième soir, ça s'est encore produit. Exactement de la même façon. Donc, soit mon cerveau a décidé de me faire halluciner à heure fixe, soit il y a une espèce de Slender-Gumby démoniaque qui habite dans le champ derrière chez moi. Ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup été à la maison, donc je n'ai pas pu observer si ça recommençait. Mais si jamais j'en ai l'occasion, je vais essayer de prendre une photo. Je ne sais pas si ça rendra bien, vu la distance à laquelle je le vois, mais je peux toujours tenter. J'étais en randonnée dans les Cascades, en Oregon, dans une zone assez isolée de la chaîne. Vers le 6e ou 7e jour sur le sentier, j'ai commencé à ressentir cette sensation étrange, les poils de ma nuque se sont dressés. J'ai d'abord pensé qu'il devait y avoir un puma dans les parages. Mais ce qui était étrange, c'est que ce malaise ne m'a jamais quitté. C'est cette nuit-là que j'ai entendu les hurlements. Ce n'étaient pas des loups, ni des ours, ni aucun autre animal que je connaissais. Le son ressemblait plutôt aux cris que font les singes ou les gorilles. Cela a duré plusieurs nuits. Puis, quelque chose a commencé à fouiller mon campement. Naturellement, j'ai d'abord pensé à un ours ou à des ratons laveurs. Mais au 11e jour, en me réveillant, j'ai découvert que mon sac de nourriture, suspendu en hauteur à un arbre, avait disparu. La corde avait été tranchée nette. Toute ma nourriture envolée. J'ai décidé de continuer malgré tout. Il me restait 4 jours avant d'atteindre la fin du sentier. Je connaissais bien la flore locale et savais quoi manger en cas de besoin, et je pouvais aussi pêcher. Les mêmes activités nocturnes ont continué. Mais à la 13e nuit, quelque chose s'est mis à lancer des pierres contre ma tente. Cette fois, j'ai craqué. J'ai hurlé dans le noir, espérant que si c'était un randonneur qui me faisait une mauvaise blague, il réagirait, crierait quelque chose du genre « Désolé, mec ». Au lieu de ça, tout est devenu silencieux, pour la première fois en plusieurs nuits. Un silence absolu. Puis, un cri déchirant, plus fort et plus effrayant que tout ce que j'avais entendu jusque-là, a retenti. Puis à nouveau, plus rien. Le silence total. Impossible de dormir après ça. Je suis resté éveillé, à attendre le jour. Le lendemain, exténué, j'ai repris la route. Toujours ce sentiment d'être suivi, traqué. Toujours cette forêt inhabituellement silencieuse. Vers la fin de la journée, je me suis assis pour reprendre mon souffle avant d'attaquer quelques derniers kilomètres. C'est là que je l'ai vu. Quelque chose, grand et massif, bien plus grand qu'un homme ou un animal connu, glissait entre les arbres sans faire le moindre bruit. J'ai crié en sa direction. La créature s'est arrêtée, s'est tournée pour me regarder. Je n'ai jamais eu une vision très nette à cause de la végétation et de la pénombre, mais je savais, au fond de moi, que c'était elle qui causait tout ça. J'ai ramassé une pierre et l'ai lancée dans sa direction, puis j'ai sorti mon couteau. La créature est restée immobile, me fixant. Quelque chose en moi s'est retourné, je n'avais plus peur,
j'étais en colère. Alors j'ai chargé. La chose a tourné les talons et s'est enfuie dans la forêt. Je me suis lancé à sa poursuite, mais elle était rapide, avec de grandes foulées, et elle m'a distancé sans difficulté. Après plusieurs minutes de course, à bout de souffle, j'ai abandonné et suis revenu à mon sac à dos. Trop épuisé pour avancer, j'ai monté mon campement là où je me trouvais. Cette nuit-là aussi, un silence total régnait. Au matin, il me restait 10 miles, environ 16 km, pour sortir de la forêt. Affamé, vidé mentalement, je me suis traîné vers la sortie. À mesure que je m'approchais de la fin du sentier, les bruits normaux de la forêt sont revenus, oiseaux, insectes, petits animaux. Le malaise s'était dissipé. J'ai enfin atteint la fin du sentier. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai éclaté en sanglots. Encore aujourd'hui, j'essaie de me convaincre que c'était juste quelqu'un qui me jouait un mauvais tour. Mais la manière dont cette chose se déplaçait dans la forêt, je n'arrive pas à l'expliquer. Quand j'en ai parlé à un garde forestier, il a ri et m'a dit que la région avait beaucoup de témoignages d'apparitions de Bigfoot, mais qu'il s'agissait sûrement d'un local qui s'amusait ou de mon imagination. Je fais beaucoup de longues randonnées, mais ces 15 jours-là resteront les pires de ma vie. Je rendais visite à mes grands-parents paternels avec toute ma famille. Ils vivaient profondément dans les bois, et j'ai toujours détesté cet endroit. J'avais constamment l'impression que quelque chose nous observait, et il y régnait un silence anormal, oppressant. Même pas un grillon qui chante. Mon petit frère et moi partagions un lit dans une chambre du rez-de-chaussée. Il dormait à une extrémité, la tête contre le mur et la fenêtre, et moi à l'autre, face à la fenêtre. Ce matin-là, je me suis réveillé avant lui. Le soleil était éclatant, et la lumière dorée filtrait à travers les rideaux. Là, contre la fenêtre, se découpait une silhouette, un cerf, avec la plus grande ramure que j'avais jamais vue. Il était juste là, presque collé à la vitre, de profil. Je le fixais, émerveillé. C'est alors que tout a changé. Dans un mouvement fluide, la créature s'est dressée sur ses pattes arrière, et ce n'était plus un cerf, mais un homme. Il n'y avait que 2 hommes dans le coin, mon grand-père et mon père. Mais ce n'était clairement ni l'un ni l'autre, et je ne sais même pas si ça rendait les choses mieux ou pire. Mon grand-père, malgré son âge, était très costaud, massif comme un bloc. Mon père, lui, avait du ventre. Mais cette silhouette-là était différente, plus jeune, musclée, mais avec une puissance souple, intimidante. Elle est restée là un instant, tournée sur le côté, avant de s'éloigner d'un pas décidé. Je ne sais pas ce que j'ai vu. J'aimerais croire que ce n'était que l'esprit embrouillé d'un enfant à moitié réveillé. Mais je me rappelle très clairement la peur glaciale qui m'a transpercé. Et cette sensation tenace. Quelque chose était dehors. Mon mari et moi avons vu un chien de l'enfer. Nous vivons dans une région rurale du nord de l'Idaho. Nous sommes tous les 2 chasseurs, alors on connaît très bien les animaux, même en pleine nuit noire. Nous n'avons pas de plomberie classique. Chaque matin, nous devons allumer une pompe électrique pour remplir notre citerne d'eau. Elle peut tenir 3 ou 4 jours, mais on préfère la garder pleine, au cas où. Dans les bois alentours, il y a d'autres citernes du même genre, abandonnées, en attendant que quelqu'un achète le terrain et construise une maison. Un soir, alors que nous rentrions d'une promenade et que la nuit était tombée, nous avons vu quelque chose, près de l'une de ces citernes. Ce n'était ni humain ni animal. La chose était accroupie, comme si elle était en train de manger. Nous nous sommes approchés prudemment, jusqu'à environ 6 mètres d'elle, essayant de comprendre ce que c'était. Trop gros pour être un chien errant ou un loup, mais trop petit pour être un ours. Et là, soudain, cette créature a levé la tête et nous a regardés. Ses yeux brillaient d'un rouge vif. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Mon mari, qui n'a peur de rien, était terrorisé lui aussi. On s'est mis à courir plus vite que jamais auparavant. La créature nous a poursuivis un moment, puis elle a disparu.
Quand nous sommes arrivés à la maison, il n'y avait plus rien. Pourtant, nous savions qu'elle était juste derrière nous quand nous avons quitté la forêt. Cette nuit-là, nous avons verrouillé toutes les fenêtres et les portes. Le lendemain, nous avons raconté notre histoire à un habitant du coin. Il nous a montré une photo d'un chien de l'enfer. Puis il nous a raconté les histoires de gens qui avaient vu la même créature, toujours près d'une citerne, d'une route, d'un carrefour ou d'un lieu marqué par la mort. Il nous a expliqué, voir le chien de l'enfer une fois annonce le bonheur. 2 fois, cela annonce le malheur. 3 fois, la mort. Je ne sais pas ce que nous avons vu, mais à mes yeux, il n'y a qu'une seule explication, c'était un chien de l'enfer. Ma mère est aborigène, et quand j'étais enfant, chaque fois que nous déménagions dans une nouvelle ville, elle faisait toujours en sorte de rencontrer tous les autres aborigènes du coin. Un jour, nous nous sommes liés d'amitié avec une famille qui avait un vieil oncle. Je ne vais pas mentionner son vrai nom ici, alors appelons-le simplement Oncle Jacques. Oncle Jacques passait beaucoup de temps dans le bush et parlait couramment la langue noongar. Il nous racontait souvent des histoires sur de petites créatures humanoïdes et poilues appelées les Wudarchi. Elles sont bien connues parmi le peuple noongar, ce sont des êtres malicieux qui peuvent te tourmenter si tu les énerves. Il nous a raconté une histoire qui m'a donné la chair de poule quand j'étais gamin. Une nuit, alors qu'il campait seul dans son swag, son lit de camp australien, son feu s'était presque éteint. Il s'est réveillé et a vu 4 Wudarchi postés autour de lui, aux pieds, à la tête et de chaque côté, comme les points d'une boussole. Il avait tellement peur qu'il n'a pas osé bouger, restant parfaitement immobile, les yeux baissés pour éviter de les regarder. À un moment donné, il a fini par sombrer à nouveau dans le sommeil. Quand il s'est réveillé, ils avaient disparu. Mais sur son swag, ils avaient laissé une poignée de pierres. Quand j'étais à l'université, je vivais dans une résidence réservée aux étudiants autochtones. C'était la toute première maison multiculturelle du Greek Village, et nous en étions très fiers. On était environ 9 à y habiter. L'université avait été construite sur nos anciens terrains d'hivernage, et à l'époque, dans les années 70 et 80, tout avait été fait d'une manière assez douteuse. Bref, pendant les premiers mois, plusieurs d'entre nous ont commencé à remarquer des choses étranges. On ne se sentait jamais totalement à l'aise lorsqu'on était seul. On voyait souvent des ombres sombres, comme des silhouettes humaines, du coin de l'œil. Un jour, quelqu'un a même juré avoir eu une conversation avec moi, alors que je n'étais même pas dans la maison. Il disait que ce moi était bizarre, vide, un peu absent, sans vraiment savoir pourquoi. Et ce genre de choses est arrivé avec plusieurs d'entre nous. Des objets se cassaient ou disparaissaient sans explication. Parfois, on entendait comme des bruits de vent étranges. Finalement, on a fait appel à un membre de notre tribu qui s'occupe de ce genre de phénomène. Il est venu purifier la maison avec du tabac et de l'eau. On a prié, et nous nous sommes aussi purifiés. 2 d'entre nous sont restés dans la maison pendant qu'il travaillait. Je me souviens très bien de lui marchant dans le salon plongé dans la pénombre, ouvrant la porte, et là, on a entendu un bruit comme une tornade traverser la pièce en un éclair. Puis, tout est redevenu calme. Au final, il s'est avéré que ce n'était rien de malveillant. Juste quelque chose qui s'était accroché à la terre. Après la purification, nous n'avons plus jamais eu de problème. Ce n'est peut-être pas vraiment une rencontre surnaturelle ou cryptozoologique, peu importe. Mais c'est clairement la chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée. Alors je me suis dit que ça valait le coup de partager. Ça s'est passé l'automne dernier. Mon pote et moi, on bosse dans le même restaurant. Et comme on était fermé pendant 2 semaines pour cause de rénovation dans la cuisine, on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour partir à l'aventure. On a chargé le vieux break Subaru de mon pote, attaché un canoë sur le toit, et on est parti vers le nord. On avait prévu 10 jours de descente en canoë dans le parc provincial de Quetico, en Ontario. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Quetico, c'est un peu le pendant canadien des Boundary Waters, tout au nord-est du Minnesota.
C'est une région extrêmement sauvage et isolée. Et à cette période de l'année, encore plus, on avait l'impression d'être seul au monde. On était là-bas depuis 5 jours sans avoir croisé une seule âme, quand la première chose bizarre est arrivée. On s'était couché pour la nuit. J'étais à moitié endormi quand un bruit étrange m'a réveillé, des impacts répétés, comme si quelqu'un frappait des pierres les unes contre les autres. Puis on a entendu 2 voix. Elles parlaient d'une langue étrangère que je n'ai pas reconnue. Ce n'était ni du français ni de l'espagnol, ça sonnait plutôt comme une langue du Moyen-Orient, difficile à dire. Au début, ils parlaient à voix basse, puis d'un coup, ils se sont mis à hurler. À crier l'un sur l'autre, littéralement. Peu à peu, les cris sont devenus plus lointains, comme s'ils s'éloignaient. Normalement, entendre des voix, même au milieu de nulle part, ça ne m'aurait pas tant perturbé. Mais vu l'endroit et l'époque de l'année, c'était vraiment, vraiment étrange. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le lendemain, tout semblait être revenu à la normale. On a pris notre petit déjeuner et repris la route. On a pagayé quasiment toute la journée, mais on s'est arrêté un peu plus tôt que prévu, vu comme on était crevés. On a passé l'après-midi à pêcher un peu, à fumer quelques joints, et à se poser autour du feu. Il devait être 9 heures du soir, on venait de finir de manger et on se préparait à aller dormir, quand on a entendu des branches craquer sur notre droite. On n'y a pas prêté trop attention, il y a pas mal de gros animaux dans la région. Et j'avais une bombe anti-ours pas loin, donc je n'étais pas particulièrement inquiet. Quelques minutes passent. Je me lève pour aller pisser. Je m'avance jusqu'à la lisière de la forêt, et là, gros moment de panique, 2 yeux blancs reflétant la lumière du feu me fixaient depuis l'obscurité. J'ai demandé, qui est là? C'est là qu'un homme est sorti des bois. C'était complètement surréaliste. Il avait l'air d'être d'origine nord-africaine, peut-être somalien ou éthiopien. Il portait une veste noire de la marque Starter, un jean bleu et des baskets. Il avait l'air totalement déplacé dans ce décor. Il nous a souri et nous a demandé où était la Highway 1. La Highway 1, c'est la route qui mène à Ely, dans le Minnesota, mais elle se trouvait à au moins 240 km au sud de là où on était. Je lui ai vaguement montré la direction du sud en lui disant qu'il était vraiment perdu. Il a alors dit que notre repas sentait bon. Je lui ai demandé s'il avait faim, il a répondu oui. Alors, on lui a filé un grand sac Ziploc rempli de barres de céréales, de mélanges de fruits secs, ce qu'on avait sous la main. Il était super amical, ce qui ne rendait pas la situation moins bizarre pour autant. Il a mangé quelques barres, nous a dit qu'elles étaient bonnes, puis a rendu le sac. Avant de partir, il nous a remerciés, et a lancé en s'éloignant, « Faites attention aux gars en tenue de camouflage. » Autant dire que ça a bien jeté un froid. Il y a quelques années, j'étais dans la chambre de mon frère lorsqu'il s'est passé quelque chose d'étrange avec un ballon. Mon frère avait un ballon rouge dans sa chambre, je ne sais pas d'où il le tenait, et j'étais simplement là, en train de traîner avec ma mère. Mon frère était allongé sur son lit, ma mère était assise sur une chaise, et moi, je me tenais debout près de la porte. Le ballon rouge flottait près du plafond, à environ 1,20 m de moi, collé contre le haut de la pièce. J'étais justement en train de regarder dans sa direction quand, soudain, sans aucune raison apparente, le ballon est tombé brutalement à mi-hauteur de la pièce avant de remonter d'un coup vers le plafond. Tout le monde dans la pièce l'a vu, et j'ai littéralement paniqué, j'ai hurlé et je me suis précipité en courant dans ma chambre, complètement terrifié. Mon frère, lui, sautait partout en s'exclamant, pendant que ma mère essayait tant bien que mal de nous calmer. Personne n'était assez près du ballon ou de sa ficelle pour l'avoir touché, ni même effleuré, il est simplement tombé comme s'il avait été attiré vers le sol, puis a rebondi sans aucune explication. Quand j'avais environ 12 ans, ma mère et moi vivions dans un appartement au Texas. Elle était mère célibataire, donc pendant de nombreuses années, il n'y avait qu'elle et moi. J'ai eu beaucoup de chance qu'elle me mette toujours en priorité et fasse tout pour que je ne manque de rien. Malheureusement, ses horaires de travail ne lui permettaient pas d'être à la maison quand je rentrais de l'école,
donc je devais souvent m'occuper de moi-même l'après-midi jusqu'à ce qu'elle rentre. Ce n'était pas si terrible. En général, le temps que je me prépare un goûter et que je fasse mes devoirs, elle était déjà de retour. Je précise qu'à cette époque, je dormais encore avec ma mère. J'avais commencé par avoir ma propre chambre, mais j'ai vite été envahi par des cauchemars horribles. C'était toujours le même rêve, j'étais allongé dans mon lit et je voyais une silhouette rôder dans le couloir. Quand je me levais pour allumer la lumière, quelque chose, ou quelqu'un, attrapait ma main, et je me réveillais en sursaut. Le toucher de cette main était glacial, le plus froid que j'ai jamais ressenti. C'était d'une telle intensité que j'avais l'impression que toute ma joie s'évaporait. Ce rêve était si vivant, si réel. J'ai commencé à trouver des excuses pour dormir avec ma mère. Elle n'en faisait pas tout un plat. Souvent, on restait éveillé tard à lire ensemble, et je m'endormais par accident à ses côtés. Je détestais ma chambre, je faisais tout pour éviter d'y entrer. C'était devenu tellement ingérable que, chaque matin avant d'aller à l'école, je préparais une tenue dans le salon pour ne pas avoir à retourner dans ma chambre en rentrant. Ma mère a fini par remarquer ce manège et m'a demandé pourquoi je ne changeais pas directement dans ma chambre. J'ai inventé une excuse bidon, et elle a laissé passer. Je gardais la porte de ma chambre fermée en permanence et je courais presque devant quand je devais aller aux toilettes. Les cauchemars ont disparu une fois que j'ai commencé à dormir dans la chambre de ma mère. Avec le temps, je les avais presque oubliés. Un soir, ma mère dormait déjà profondément, et moi, je lisais encore un livre de la bibliothèque. Il était tard, largement passé minuit, quand j'ai ressenti une sensation étrange. Une sorte de malaise, impossible à expliquer. J'ai posé mon livre et j'ai vu une bosse sous les couvertures, au bout du lit. On avait un chat à l'époque, mais je savais que ce n'était pas elle, notre chatte détestait avoir quoi que ce soit sur elle. Je fixai la bosse, et elle s'est mise à bouger, lentement, vers moi. J'étais pétrifié. Tout mon corps me criait de fuir, mais j'étais paralysé par la peur. J'ai fini par réussir à murmurer un faible « maman » en la secouant doucement, sans quitter la bosse des yeux. Dès que ma mère s'est réveillée et a parlé, les couvertures sont redevenues plates d'un coup, comme un ballon qui se dégonfle. J'ai éclaté en sanglots et tout raconté à ma mère. Elle m'a rassuré en disant que je lisais sûrement trop d'histoires effrayantes avant de dormir, et que mes yeux m'avaient joué des tours. Je me suis convaincu qu'elle avait raison et je me suis rendormi. Un week-end, j'ai invité une amie à dormir à la maison. Ma mère a pris soin de préparer ma chambre, pensant que puisque je ne serais pas seul, ça se passerait mieux. On a fait tout ce qu'on fait dans une soirée pyjama classique, se coiffer mutuellement, parler de nos crushs, tout ça en écoutant le dernier album de N*5. Mais plus l'heure de se coucher approchait, plus je sentais l'angoisse monter. J'ai réussi à convaincre mon ami qu'il ferait moins chaud si on dormait par terre dans la chambre de ma mère. Discrètement, on a donc déplacé nos couvertures et dormi à côté du lit de ma mère. En pleine nuit, je me suis réveillé en sursaut. Assise, je fixais une bosse au pied du lit. J'ai été submergé par une envie incontrôlable de la toucher. J'ai soulevé le drap et posé ma main sur l'objet le plus lisse que j'ai jamais senti. Immédiatement, j'ai senti tous mes souvenirs heureux, toutes mes émotions, m'être arrachées. J'avais froid, un froid surnaturel. J'étais vide, comme une coquille sans âme. Sous l'effet d'une sorte de transe, j'ai quand même réussi à retirer ma main et me suis projeté contre le mur, terrorisé. J'ai continué à fixer la bosse jusqu'à m'endormir d'épuisement. Le lendemain matin, j'ai raconté tout ce qui s'était passé à ma mère. Elle a fondu en larmes. Elle pensait que cette histoire était derrière nous, mais visiblement c'était bien plus sérieux que ce qu'elle croyait. Je suis resté amorphe toute la journée, pendant qu'elle s'affairait aux corvées. En descendant faire une lessive, elle a croisé notre voisine. Je ne me souviens plus de son nom, mais elle a été une présence très bienveillante pour nous deux. Ma mère lui a confié les événements étranges, et le visage de la voisine s'est assombri. Elle était amérindienne et très attachée à ses traditions. Elle expliqua à ma mère qu'elle ressentait depuis un moment une présence, sans en comprendre l'origine. Quand ma mère l'a invitée à entrer pour m'aider, elle s'est arrêtée net sur le seuil.
Elle a dit que l'esprit provenait de notre appartement et qu'il lui était impossible de franchir la porte. À ce moment-là, ma mère a complètement paniqué, ce qu'on peut comprendre. Notre voisine s'est excusée mais a promis de préparer quelque chose pour nous aider. Pendant ce temps, ma mère a appelé ma grand-mère. Et c'est là que tout a pris une tournure encore plus étrange. Ma grand-mère a immédiatement dit à ma mère de téléphoner à mon oncle. Il l'avait contacté plus tôt ce jour-là pour demander de mes nouvelles, sans préciser pourquoi. Quand ma mère a appelé, il décrocha aussitôt et dit « J'attendais ton appel. Il faut agir tout de suite. » Rien que de le raconter, j'en ai encore des frissons. Nous n'étions pas proches de cet oncle et n'avions pas eu de contact avec lui depuis des années. Il nous expliqua qu'un esprit maléfique avait pris possession de notre maison et qu'il allait nous aider. Il nous envoya une bouteille d'huile bénite, censée provenir du tombeau du Christ. Honnêtement, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, mais ça avait l'air assez solennel. Il nous donna des instructions, bénir toutes les entrées, portes, placards, fenêtres, en faisant le signe de croix et en récitant une prière. Notre voisine nous donna aussi un attrape-rêve à accrocher sur le lit et insista pour que nous restions enfermés dans la chambre toute la nuit suivante. Ma mère et moi avons béni l'appartement puis nous nous sommes effondrés de fatigue. Cette nuit-là fut la première où j'ai dormi profondément depuis notre emménagement. Ma mère, elle, ne dormit pas, elle me serra contre elle toute la nuit, son dos tourné vers la fenêtre, tandis que quelque chose ou quelqu'un hurlait de rage dehors, des cris déchirants de douleur, comme si l'esprit réalisait qu'il était définitivement chassé. Elle m'a dit que cette nuit avait été la plus longue de sa vie. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune explication claire à ce que j'ai vécu. Si ma mère n'avait pas traversé tout ça avec moi, je crois que je me serais persuadé d'être folle. Même écrit noir sur blanc, toute cette histoire paraît complètement irréelle. Le père de ma fiancée est décédé lorsqu'elle était encore enfant, mais elle avait eu le temps de bien le connaître et de passer de précieux moments avec lui. Il est mort électrocuté alors qu'il travaillait comme électricien, tombant de plusieurs mètres, c'était un accident vraiment terrible. Au moment de sa mort, il portait une chemise à carreaux rouges et jaunes, à manches longues et boutonnées. Sur les photos, il ressemble trait pour trait à ma fiancée, son visage est partout dans la maison, ses souvenirs omniprésents. À l'adolescence, nous avions accepté de garder la ferme de sa grand-mère pendant son absence. Il s'agissait d'une grande maison de campagne à 3 étages. C'était la maison où son père avait grandi, la maison dans laquelle il avait vécu toute sa vie avant de mourir à seulement 28 ans. Nous avions choisi de loger au 3e étage, dans une pièce magnifiquement aménagée, bien que pour y accéder, il faille traverser un escalier d'un grenier inachevé, plutôt sinistre. Un soir, alors que j'étais descendu au rez-de-chaussée pour prendre du lait dans la cuisine, je suis remonté, et en arrivant au 2e étage, je suis tombé sur une scène que je n'oublierai jamais. Juste en face de l'escalier, il y avait une salle de bain dont la lumière était allumée. Je me suis tourné à gauche, vers une chambre plongée dans le noir, et là, dans l'embrasure de la porte, se tenait le père de ma fiancée. Il ressemblait exactement aux photos, la même chemise à carreaux, le même visage. Il était simplement là, sans aucune expression, immobile, et à cet instant précis, j'ai eu l'impression que tout l'air de mes poumons avait été aspiré. C'est la seule façon dont je peux décrire ce que j'ai ressenti. Raidi par la tension, j'ai continué d'avancer vers l'escalier du grenier, passant devant 2 autres chambres aux portes ouvertes et éteintes, et dans chacune d'elles, il était là, à nouveau, toujours debout, toujours sans émotion. J'ai fini par atteindre la porte menant à l'escalier du grenier, et c'est seulement après l'avoir claqué derrière moi que j'ai enfin pu reprendre mon souffle, haletant presque. Je suis monté à travers le grenier sombre, à moitié incapable de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai essayé de réveiller ma fiancée, mais c'est un dormeur incroyablement lourd, alors je suis resté éveillé toute la nuit, incapable d'arrêter de penser à ce que j'avais vu, essayant de comprendre pourquoi cela s'était produit. Ce qui est étrange, c'est que je n'ai jamais eu peur. En voyant son père, je me suis senti neutre. C'était comme si nous nous étions vus, reconnus, acceptés mutuellement dans ce bref échange silencieux. Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer son père de son vivant, et aujourd'hui encore, je trouve qu'il y avait quelque chose de beau dans ce moment.
Je n'en ai parlé à ma fiancée que plusieurs mois plus tard, et j'en ai toujours voulu un peu au destin que ce ne soit pas elle qui ait pu le voir. Quand j'avais 8 ans, j'ai passé une semaine chez mon grand-père, dans l'est de l'État de Washington. Nous sommes allés pêcher, monter à cheval, il avait quelques chevaux, et chasser. Vers la fin de mon séjour, nous étions sortis très tard un après-midi, le soleil se couchait et la nuit commençait doucement à tomber. Je suivais distraitement le petit sentier de terre que nous empruntions, regardant les arbres sans vraiment faire attention à ce qu'il se passait autour de moi, quand tout à coup, mon grand-père m'a attrapé par le col et m'a tiré brutalement derrière lui. En levant les yeux vers la petite clairière devant nous, j'ai vu mon grand-père, son fusil braqué droit devant, pointé sur un énorme grizzly installé sur un gros rocher, juste en face de nous. Mais le plus terrifiant n'était pas sa taille, même si, à mes yeux d'enfant, il paraissait gigantesque, non, c'était sa tête, elle avait été complètement tordue, tournée à l'envers. À l'époque, j'étais trop jeune pour mesurer la gravité de ce que je voyais, je crois même que j'étais un peu excité par la scène, comme si c'était une aventure de plus. Mais aujourd'hui, en y repensant, je réalise à quel point mon grand-père était terrifié. Il m'a dit que nous devions partir immédiatement et, sur le chemin du retour vers la voiture, il n'arrêtait pas de jeter des regards nerveux tout autour de nous. Pendant des années, j'avais presque oublié cet incident, jusqu'à ce que, il y a quelque temps, je décide de lui en reparler. Il m'a expliqué que le corps du grizzly était encore chaud lorsque nous sommes passés, ce qui voulait dire que ce qui l'avait tué était tout proche. Et d'après lui, il n'y avait qu'une seule explication possible, c'était Bigfoot. Je me souviens avec précision du jour où j'ai eu ma première voiture. Ce n'était pas un modèle flambant neuf, loin de là, mais à mes yeux, c'était un bijou. Une petite Clio grise, légèrement cabossée sur le côté, avec un intérieur qui sentait le vieux plastique et l'usure, mais c'était la mienne. Après tant d'années à dépendre des transports ou des parents, je pouvais enfin goûter à la vraie liberté. Depuis quelque temps déjà, je me rapprochais doucement de Camille. Elle était l'une de ces présences lumineuses qui rendaient tout plus simple, plus vivant. Nos échanges étaient devenus plus naturels, plus denses, comme une musique qui monte en intensité sans qu'on sache quand elle a vraiment commencé. J'avais décidé que ce soir serait spécial. Une balade improvisée, juste elle et moi, sur les petites routes de montagne que nous connaissions à peine, perdues entre les sapins et les falaises, loin des lumières de la ville. Le ciel s'était teinté de rose puis d'un bleu profond alors que nous quittions les dernières maisons. Le silence de la nature, à peine troublé par le ronronnement du moteur, nous enveloppait doucement. Je sentais la chaleur de sa présence à côté de moi, la façon dont elle regardait parfois le paysage puis, furtivement, mon visage. Tout semblait parfait, comme si l'univers lui-même avait décidé de bénir ce moment. La route s'enfonçait dans une campagne de plus en plus sauvage. À mesure que la nuit tombait, les virages devenaient plus serrés, les ombres plus épaisses, et le bitume semblait se perdre dans l'obscurité. Je ralentissais parfois pour admirer le ciel où quelques étoiles commençaient à percer. Puis, sans prévenir, quelque chose est apparu devant les phares. Une masse sombre, allongée sur le bas-côté, vaguement mouvante. Instinctivement, j'ai ralenti jusqu'à presque m'arrêter. De loin, cela ressemblait à un animal blessé, peut-être une biche, ce qui était assez fréquent dans la région. Un bref instant, je me suis imaginé en héros attentionné, impressionnant Camille par ma gentillesse. Je suis sorti de la voiture et me suis approché, lentement. Ce que j'ai vu m'a glacé jusqu'à l'os. Ce n'était pas un animal. À quelques mètres de moi se dressait une forme vaguement humaine, faite d'une matière liquide, épaisse et noire, comme de l'huile sale. La silhouette semblait flotter, vaciller doucement comme une flamme sous le vent, mais il n'y avait pas un souffle d'air. Le temps paraissait suspendu. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes tempes. Puis, sans avertissement, la chose s'est affaissée sur elle-même, se liquéfiant totalement et disparaissant dans le sol. En l'espace d'une poignée de secondes, il n'en restait plus rien. Juste cette odeur, insupportable, agressive, comme si toutes les matières en décomposition du monde s'étaient concentrées ici.
À peine remonté dans la voiture, j'ai senti Camille suffoquer, puis vomir par la fenêtre dans un mouvement paniqué. Elle tremblait de tout son corps, incapable de prononcer le moindre mot. Il n'y avait plus de place pour le romantisme, pour la magie du premier rendez-vous. Je redémarrai en trombe, reprenant la route aussi vite que le permettaient les lacets serrés. Le silence, épais et tendu, pesait lourdement sur nous alors que je la ramenais chez elle. À aucun moment je n'ai osé lui poser la moindre question. Le regard qu'elle posait sur la nuit, vide et apeuré, me suffisait. Cette soirée, qui devait être notre premier vrai moment à deux, avait été dévorée par quelque chose d'inexplicable, d'indescriptible. Pourtant, malgré tout, cela ne nous a pas éloignés. Bien au contraire. Dans les jours et semaines qui ont suivi, quelque chose de plus fort s'est tissé entre nous, comme si cette expérience étrange nous avait liés d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. Aujourd'hui, Camille est ma femme. Et quand on nous demande comment tout a commencé entre nous, elle ne rate jamais l'occasion de raconter cette histoire étrange, toujours avec un éclat de rire nerveux et une lueur malicieuse dans les yeux. On plaisante en disant que c'était sûrement un extraterrestre, ou une créature d'une autre dimension, venue pour tester notre courage. Il y a 20 ans, lors de vacances en famille en Autriche, nous avions loué une cabane isolée en pleine forêt, mes parents adorant la randonnée. Au beau milieu de la nuit, je me suis réveillé avec une envie pressante d'aller aux toilettes, qui se trouvaient au rez-de-chaussée. À mi-chemin dans l'escalier, j'ai aperçu, en bas, la silhouette sombre d'une femme. Pensant qu'il s'agissait de ma mère, j'ai appelé doucement pour attirer son attention, mais la silhouette n'a pas réagi, restant simplement immobile, figée dans l'ombre. J'ai répété son nom, un peu plus fort cette fois, et là, la silhouette a commencé à avancer vers moi, lentement, toujours sans émettre le moindre son. C'est à ce moment précis que j'ai compris que ce n'était pas ma mère. Pris de panique, j'ai fait demi-tour à toute vitesse, couru jusqu'à ma chambre et verrouillé la porte derrière moi, tremblant de peur. Trop terrorisé pour redescendre ou même pour tenter de dormir, je suis resté éveillé toute la nuit, incapable de fermer l'œil, priant pour que le jour se lève, et retenant mon envie d'aller aux toilettes jusqu'à presque en perdre la raison. Après toutes ces années, je me souviens encore de cette nuit avec une clarté effrayante, et ce qui me perturbe le plus, c'est que je n'ai jamais réussi à trouver une explication rationnelle à ce que j'ai vu, ce qui, venant de moi, est extrêmement rare. Rien que d'y penser, j'en ai encore la chair de poule. Et ce n'est pas tout, mon copain et moi sommes également à peu près certains d'avoir vu un ovni il y a quelques mois. Il faisait nuit, et au départ, nous avons cru que c'était un drone, car l'objet volait relativement bas et ne ressemblait ni à un avion ni à un hélicoptère. Mais très vite, nous avons compris que les drones ne se déplacent pas comme ça, cet engin bougeait dans tous les sens, avec une fluidité et une vitesse totalement anormales. Nous sommes restés à l'observer, fascinés et un peu effrayés, pendant près d'une minute, avant qu'il ne parte à une vitesse si folle qu'aucun appareil humain n'aurait pu suivre. À moins que ce ne soit une sorte de projet ultra secret de la CIA, ce dont je doute fortement, je crois que ce que nous avons vu, c'était bel et bien un ovni. Mes amis et moi avons vu une sorte de créature démoniaque ressemblant à un chien de l'enfer, si vous voulez. Nous étions partis explorer une vieille maison abandonnée à la campagne, après la tombée de la nuit, juste pour le frisson, avec peut-être un peu de vandalisme mineur. Nous avions déjà inspecté l'étage supérieur et la majeure partie du rez-de-chaussée lorsque j'ai remarqué une porte que nous n'avions pas encore ouverte. Je me suis approché, j'ai saisi la poignée, et soudain, une sensation de terreur m'a envahi. J'ai lentement poussé la porte, et j'ai immédiatement remarqué que la pièce derrière était faiblement éclairée par une lumière rougeâtre, sans que je puisse en distinguer la moindre source. La porte était à moitié ouverte quand j'ai entendu un grognement d'une profondeur inimaginable et que j'ai aperçu l'avant d'une créature canine, à peu près de la taille d'un berger allemand. Ses crocs dépassaient largement de ses lèvres supérieures et inférieures, lui donnant un air incroyablement agressif, et son attitude était clairement hostile. Mais ce qui m'a véritablement glacé le sang, ce furent ses yeux, deux globes rouges incandescents qui semblaient brûler dans l'obscurité.
C'est alors que j'ai vu que la pièce entière était couverte de sang et de viscères, des morceaux de chair et des organes jonchaient le sol, des traînées de sang maculaient les murs. L'odeur, esséurante, était presque insupportable. J'ai claqué la porte d'un coup sec et j'ai pris mes jambes à mon cou sans demander mon reste. Et voici la partie où j'ai été complètement stupide. Le lendemain, aux alentours de midi, je suis retourné sur place. J'avais emporté un énorme couteau avec moi, par précaution. En arrivant devant la porte, j'ai lentement posé la main sur la poignée, mais cette fois, je ne ressentais plus cette terreur viscérale qui m'avait saisi la veille. J'ai ouvert la porte et, sans mentir, cette pièce carrée, sans fenêtre, était littéralement recouverte de sang et de fourrure. Au sol, j'ai vu ce qui ressemblait à 3 cadavres de chiens mutilés. Ils n'avaient pas été découpés proprement, mais déchiquetés sauvagement. J'ai failli vomir sur place. J'ai refermé la porte aussi vite que possible et je suis reparti sans me retourner. Je n'y remettrai plus jamais les pieds, surtout pas après la tombée de la nuit. J'étais assise dans ma chambre avec mon amie Célia, nous étions en train de jouer, je crois que nous construisions quelque chose avec des Legos. C'était en fin d'après-midi, et nos parents étaient dehors, à l'avant de la maison, en train de discuter. Ma chambre avait une fenêtre donnant sur le côté de la maison. À un moment, alors que nous jouions tranquillement, j'ai levé les yeux et j'ai vu quelque chose de l'autre côté de la fenêtre. Je n'ai absolument aucune idée de comment décrire cette chose, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu quelqu'un raconter une expérience qui ressemble à ce que j'ai vu. À partir du coup, la silhouette ressemblait à un être humain, je ne me souviens pas précisément de ce qu'elle portait, mais il me semble qu'elle était vêtue d'une veste sombre, peut-être un blazer. Le col de la veste était visible, ce qui me permet de dire avec certitude que la créature nous faisait face. Mais à partir du coup, tout devenait profondément anormal. Sa tête avait une forme de cœur, sa peau était brune, d'une texture rêche et cuirassée, semblable à une peau animale, légèrement translucide. Sous cette surface, je pouvais distinguer des veines épaisses, noires et bleues foncées, qui pulsaient lentement. Il n'y avait pas de visage. Je me souviens être resté figé quelques instants à observer cette chose, et c'était comme si mon cerveau avait momentanément refusé de ressentir de la peur. Je me rappelle avoir pensé quelque chose comme « Non, non, ça n'a rien à faire là. Ce n'est pas ce à quoi un être humain ressemble. » À cet instant, je ressentais plus de la surprise que de la peur, comme si je ne parvenais pas à croire à la réalité de ce que je voyais. Lentement, j'ai tourné la tête pour regarder Célia, et j'ai vu qu'elle était en train de faire exactement la même chose que moi, son visage figé, les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. C'est en voyant son expression que la peur a brusquement pris le dessus. Une terreur animale m'a envahi, et dans ma tête, c'était devenu un hurlement muet. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une putain de personne, qu'est-ce que c'est que ce truc, ce n'est pas humain. Je me souviens d'être resté paralysé, incapable de bouger, cloué sur place par le choc et la terreur. Une nausée violente m'a soudainement saisi, comme si la pièce autour de moi devenait floue, tournoyante, irréelle. Je ne me souviens pas de la manière dont la créature a disparu, elle était là, et l'instant d'après, elle n'y était plus. Sans dire un mot, Célia et moi nous sommes levés, d'un geste lent, comme en transe, et nous avons marché en silence jusqu'à l'extérieur. Je me rappelle avoir ressenti un froid étrange, un vide, une fragilité inhabituelle, presque comme la sensation de faiblesse que l'on éprouve lorsqu'on est au tout début d'une grippe. Nous avons rejoint nos parents à l'avant de la maison, et chacune de notre côté, nous nous sommes blottis contre eux, agrippés sans rien dire, attendant qu'ils terminent leur conversation. C'était il y a quelques années, en 2013 peut-être. Je séjournais chez des amis dans le Kentucky, ils étaient étudiants à l'université de Morehead, et j'avais l'habitude de traîner avec eux le soir, après leurs cours. Un soir, après le coucher du soleil, on a eu la brillante idée d'aller faire une petite randonnée nocturne près de la rivière. On est arrivé sur le parking, on a garé la voiture, et on s'est enfoncé dans les bois avec nos lampes torchées. Après une demi-heure de marche environ, on a aperçu d'autres faisceaux lumineux en face de nous. Pas de voix, juste des lampes torchées.
En avançant, on a distingué quelques silhouettes venant silencieusement dans notre direction. Au début, je me suis dit qu'il s'agissait juste d'autres randonneurs de nuit, un peu bizarres, certes, mais pourquoi pas. Peut-être que tout le monde avait décidé d'agir de façon étrange ce jour-là. Sauf que rapidement, ce petit groupe s'est transformé, quelques personnes sont devenues une vingtaine, puis une quarantaine, puis il nous a semblé qu'il y avait littéralement 200 personnes marchant à travers la forêt, en pleine nuit. Tous âges confondus, des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, tous silencieux, avançant en file éparse dans l'obscurité, comme une sorte de reconstitution cauchemardesque de la piste des larmes ou d'Auschwitz. Très vite, une idée horrible m'a traversé l'esprit, et si c'était une sorte de secte? Peut-être quelque chose de sinistre, impliquant des abus? La présence d'enfants, au milieu de nulle part, en pleine nuit, donnait à tout cela une atmosphère franchement glauque. Nous avons décidé qu'il était grand temps de faire demi-tour et de quitter les lieux au plus vite, de s'éloigner de ce qu'on avait de plus en plus de mal à interpréter comme une simple randonnée. Soudain, un homme s'est détaché du groupe et est venu droit vers nous. Il portait un fusil. Il nous a dit « Vous devez partir d'ici. Certains d'entre nous sont armés, vous pourriez vous faire tirer dessus. Nous cherchons un détenu évadé. » Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un tas d'enfants et de vieilles personnes pour chercher un prisonnier en fuite? Je veux dire, vraiment? On n'a pas demandé notre reste, on a tourné les talons et on s'est éloigné aussi vite que possible. Arrivé au parking, le lieu était méconnaissable, il était désormais rempli de voitures, et des hommes déambulaient partout, dirigeant la circulation comme des ouvreurs de cinéma en plein air, sauf qu'ils avaient clairement des allures de miliciens improvisés. À la lisière des bois, quelqu'un avait installé ce qui ressemblait à un poste de commandement sous un auvent de pluie, avec des écrans de contrôle, comme dans un véritable camp militaire. Alors que nous traversions le parking pour repartir, un autre homme nous a abordés, fidèle à l'attitude des imbéciles autoritaires, il s'est contenté de nous ordonner de continuer ce que nous étions déjà en train de faire, foutez le camp d'ici. Je ne me souviens plus de tous les détails de la conversation, mais il est devenu agressif dès qu'on a posé des questions, se contentant de répéter qu'on devait dégager. Alors, on est parti. On a fini par atterrir dans un Wendy où une de leurs amies terminait son service. Assis dans le hall à siroter des milkshakes, on a passé un long moment à essayer de comprendre ce qu'on venait de vivre. Au final, on a presque réussi à se convaincre qu'on avait peut-être assisté à un genre de rassemblement sordide, façon les yeux grands fermés, avec des enfants, des vieillards, dans une espèce de délire collectif inavouable. Quelques jours plus tard, on a trouvé un petit article dans le journal local qui parlait d'un rassemblement de chasseurs de Bigfoot dans la région. Évidemment, on a supposé que c'était ce que nous avions vu, mais pourquoi des enfants? Pourquoi des personnes âgées? Et franchement, comment comptez-vous trouver Bigfoot avec des centaines de personnes piétinant la forêt dans tous les sens? Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.